ben, je suis très honoré d'être là à la programmation de cette 10e édition de BDX.io. Voilà, je suis très heureux d'être parmi vous. Et on va se livrer à un exercice difficile qui est de faire de la prévision. Ok, donc on va parler du futur de la tech, qui est évidemment un sujet un petit peu casse-gueule, parce que si j'avais une boule de cristal, je ne serais pas parmi vous, je serais en train sur un yacht, à gérer mes investissements dans toutes les compagnies du monde, j'imagine. Donc non, je suis avec vous, donc on va se risquer à cet exercice délicat. Pour me présenter, mon parcours professionnel est très simple. J'ai passé 25 ans de ma vie chez Octo Technologies, dont certains connaissent peut-être le nom. Donc j'ai cofondé cette société, je l'ai dirigée pendant une quinzaine d'années. Je suis parti il y a 3 ans maintenant et j'ai créé un nouveau cabinet de conseil qui s'appelle Where We Go. On est quelques-uns et nous travaillons sur la stratégie IA. Et donc, il y a 2 citations que je voudrais utiliser quand même pour déminer un peu le sujet. Donc cette citation de Niels Bohr qui dit que la prédiction est un art difficile, surtout en ce qui concerne l'avenir. Donc évidemment, là on va quand même se pencher sur l'avenir, donc ça va pas être facile. Et puis cette phrase de Bill Gates, qui dit pas que des bêtises, qui est pas un penseur très reconnu comme tel, mais qui dit quand même des choses intelligentes, et dont celle-ci. Donc nous surestimons toujours le changement qui surviendra dans les 2 prochaines années, et nous sous-estimons celui qui se produira dans les 10 prochaines années. Donc probablement que tout ce qu'on va se dire aujourd'hui, on va être à côté de la plaque sur le futur, mais on va essayer d'anticiper ce qui va se passer dans les années qui viennent, en sachant qu'on va sans doute gonfler un petit peu les sujets. Alors, c'est pas mon PC, je devais présenter avec mon PC, donc on va essayer de faire un truc, c'est pas sûr que ça marche, mais on va quand même essayer. Donc ce que je vous propose, c'est de jouer ce petit jeu avec moi, de scanner ce QR code et de taper la technologie qui, selon vous, va le plus changer votre quotidien professionnel dans les 10 ans qui viennent. Donc IA, Quantum, on va regarder dans le petit coin en bas à droite, donc Python, AI, LAI, c'est quoi LAI? LAI? Ah, c'est l'IA, pardon. Ouais, bien vu. IA générative, AGI, quantique, MCP, agent, Web 3.0, intelligence artificielle, IA générative. Bon, écoutez, c'est une bonne nouvelle parce qu'on est à peu près dans le thème que je voulais aborder. Ma lecture de ce qui va se passer, c'est que le gagnant a tout raflé. C'est-à-dire qu'il y a 3 grandes technos qui se disputent un petit peu le futur aujourd'hui. Il y a l'IA, donc on va beaucoup insister sur l'IA aujourd'hui. Il y a le quantum. Alors j'ai beaucoup creusé le quantum, j'ai toujours rien compris. C'est-à-dire qu'on prévoit des choses qui vont transformer fondamentalement l'informatique, et moi, tout ce que je peux creuser, c'est pas si évident que ça. C'est-à-dire, en fait, ça va péter les cryptos, ça va permettre de faire quelques algorithmes, notamment le voyageur de commerce, de façon hyper plus efficace. Mais en tant que professionnel de l'informatique au quotidien, j'ai pas l'impression que ça va révolutionner nos vies. Je suis peut-être passé à côté de quelque chose, mais en tout cas, pour l'instant, je l'ai pas vu. Et c'est marrant parce que personne n'a mentionné les cryptos ou le Web 3.0 dans le questionnaire, alors que je pense qu'on aurait fait ce questionnaire il y a 3 ans, ce truc-là arrivait assez massivement dans les résultats. En fait, cette technologie qui était hyper prometteuse, où on pensait que ça allait révolutionner nos façons de faire de l'informatique, ben, elles ont un peu fait pchit quand même. Ce qui peut, c'est devenu un outil pour essentiellement pour faire de la spéculation et des usages illégaux, et ça n'a pas tellement diffusé dans nos usages quotidiens. Voilà. Donc celui qui a tout remporté, c'est effectivement l'IA. Je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur, il s'appelle Marc Andreessen, c'est un des VC stars de la Silicon Valley, et il a eu cette phrase dans les années 2007-2008, je crois, qui était « Software is eating the world ». Ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'en fait, toutes les activités humaines étaient en train de se transformer en activités logicielles. C'est le propre de la digitalisation. Le mot digitalisation, qui est un peu passe-partout, qu'on utilise à tort et à travers, pour moi, la définition est assez claire. C'est le moment où toutes nos activités basculent dans le monde du numérique pour qu'on soit connecté partout, tout le temps et pour tout type d'usage. Et donc, le monde a été mangé par le code. Et maintenant, il y en a qui ajoutent sur cette phrase « But AI is going to eat software ». Donc, le software va être complètement transformé par l'AI. L'AI est globalement le nouveau code.
Il y a aussi ce monsieur, je ne sais pas si vous le connaissez, il est un peu passé de mode, enfin il revient un petit peu à la mode quand même, c'est Ray Kurzweil. Là, cette séquence, elle vient d'une conférence qu'on a organisée chez Octo qui s'appelait LUSI, et donc il était venu en 2008, et donc il avait écrit un bouquin qui s'appelait Singularity is Near, et donc où il explique que si on projette la loi de Moore suffisamment longtemps, on arrive à un moment donné où la capacité computationnelle des ordinateurs commence à être l'équivalente à la capacité computationnelle du cerveau humain. Et à ce moment-là, la machine devient plus intelligente que l'homme. Puis ce que vous voyez derrière, c'est qu'en fait, il estimait que ça arriverait pour 2045. Et je vous promets, à l'époque, on l'avait invité parce que c'était stimulant pour l'esprit, c'était excitant et tout ça, mais on disait c'est vraiment un doudingue ce mec. Personne ne croyait que l'ordinateur allait vraiment devenir plus intelligent que l'être humain, et en plus, ces travaux avaient un peu inspiré Terminator, donc c'était une façon pour se faire un petit frisson à peu de frais. Et pourtant, ce graphique-là, alors il est un peu compliqué, mais suivez-moi jusqu'au bout. Donc c'est issu d'une étude qui est faite par Archive, donc vous pouvez trouver la ref en bas. Et ce qu'ils ont fait, c'est que, enfin les chercheurs qui sont derrière cette étude, ils sont allés à une conférence qui est la conférence où tous les chercheurs en IA viennent, et ils leur ont posé la question quel est votre pour quand vous pensez que, alors ils appellent ça ILMI, donc le moment où une machine autonome pourra accomplir chaque tâche mieux et à moindre coût que le travailleur humain, donc quand est-ce qu'on aura une AGI, pour le dire autrement, sachant que AGI c'est devenu tellement tarte à la crème qu'ils évitent de l'utiliser, mais quand est-ce qu'on aura l'AGI? Donc quand on demande aux 1800 chercheurs les plus affûtés sur l'IA dans le monde, voilà ce qu'ils répondent. En 2022, en fait, ils avaient la courbe bleue. En 2023, ils avaient la courbe rouge. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est qu'en 2022, quand on pose la question, il y a 50% de la population, donc la moitié de la population des chercheurs, qui pensent que ça va arriver autour de 2050, 52, 53. Quand on pose la question une année après, hop, eh ben on a ce décalage-là. C'est-à-dire qu'une année après, les chercheurs pensent que ça va arriver 13 ans plus tôt que ce qu'ils estimaient l'année d'avant. Et on commence à tomber sur les estimations que faisait Ray Kurzweil. Donc, globalement, quand on demande aux observateurs les plus avertis sur le sujet quand est-ce que l'intelligence artificielle peut devenir plus intelligente que l'homme, eh ben, en fait, il l'estime à peu près pour 2045. Voilà. Alors, vous savez pourquoi il a appelé son bouquin Singularité? Parce qu'il a repris le concept scientifique de singularité, qu'on utilise beaucoup pour les trous noirs, et la définition de la singularité, c'est le moment où toutes les règles physiques qu'on connaît ne s'appliquent plus. Donc l'horizon d'un trou noir, c'est le moment où tout ce qu'on connaît de la physique ne nous permet plus d'expliquer ce qui se passe à l'intérieur du trou noir. Et c'est pour ça que l'exercice qu'on va faire est compliqué, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la singularité IA va arriver, eh ben en fait, on n'est plus capable de prédire ce qui se passe au-delà de cette singularité. Et ça peut devenir hyper compliqué. Et donc, le propre du monde dans lequel on est, c'est que c'est super dur de faire des prédictions. Un exemple, donc, dans le même canard, à quelques temps d'intervalle, il y a un article qui dit que l'IA va détruire les jobs, puis un autre qui dit que peut-être que ça va créer de l'emploi. Voilà, et c'est Le Monde, quoi. C'est pas un média anecdotique. Donc on était dans un hôtel, les speakers hier, enfin les speakers qui viennent pas de Bordeaux, et il y avait une conférence des palettiers. Et donc j'ai pris cette photo, donc même les palettiers considèrent qu'ils sont dans un monde incertain et qu'ils n'arrivent pas à anticiper véritablement l'avenir et qu'il va falloir s'adapter. Un autre exemple qui illustre ça, je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler de cette étude AI 2027. Est-ce que quelqu'un a déjà vu? Oui, il y a quelques mains qui se lèvent. Donc c'est une étude qui est un peu flippante. Donc si vous avez envie d'aller sur le site web qui s'appelle AI 2027,
allez-y un jour, vous êtes en forme, parce que sinon ça pourrait avoir un impact sur votre morale. C'est fait par un gars qui est un ancien ingénieur de OpenAI, qui est parti d'OpenAI parce qu'il trouvait que les pratiques de l'entreprise étaient dangereuses, et donc il a fait une étude qui a été validée par Joshua Bengio, qui est un peu le boss de fin de niveau de la recherche en IA, c'est-à-dire si on ne cite pas Joshua Bengio dans un papier, c'est qu'on n'a pas fait un bon papier de recherche. Et donc, ce qu'il a fait, ce garçon, c'est qu'il a travaillé sur des scénarios qui pourraient se passer si l'IA s'emballe aujourd'hui avec le manque de contrôle qu'on a sur l'IA. Et il dit qu'on a jusqu'à 2027, et c'est pour ça qu'il a appelé comme ça son site, pour reprendre le contrôle de l'IA et être sûr que son alignement est suffisamment bon, donc son alignement, c'est-à-dire l'intentionnalité avec laquelle elle fait les choses, soit suffisamment ferme pour qu'elle n'échappe pas au contrôle de l'humanité. Et pour lui, ça se joue dans les 2 prochaines années. Et vous voyez, il y a soit un scénario un peu dystopique où en fait, l'IA finit par éradiquer l'humanité, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut y aller un jour où vous êtes en forme, soit en fait on a une IA for good qui va permettre de résoudre tous les problèmes de l'humanité grâce à l'IA. Et le chemin qui nous fait basculer d'une étape à l'autre, il est assez ténu en fait, c'est-à-dire c'est vraiment une pièce qui va basculer côté pile ou côté face en fonction de comment on sera capable de réguler l'IA dans les quelques années qui viennent. Donc pareil, faire des prédictions alors qu'un petit événement de régulation internationale, enfin un petit événement, un gros événement de régulation internationale change la façon dont le monde va basculer, c'est pas facile, évidemment. Si vous pensez que en fait, les gens de la Silicon Valley font ce qu'ils font, en fait, vous avez peut-être raison. I think AI will probably, most likely, sort of lead to the end of the world. But in the meantime, there will be great companies created with serious machine learning. Probably AI will kill us all, but until then, we're going to turn out a lot of great students. Donc globalement, ce gars-là qui dirige quand même une des entreprises les plus influentes de la planète, en 2015, disait l'IA c'est sympa, ça va peut-être détruire le monde, mais d'ici là, il y a quand même moyen de créer des belles compagnies et de faire un peu d'argent. Voilà le type de philosophie de la Silicon Valley aujourd'hui qui dirige un peu tout ce qu'on fait dans le reste du monde autour de la techno. L'autre point qui génère de la disruption dans le contexte de l'IA, c'est le fait qu'elle va avoir une boucle de rétroaction sur le monde physique. Ce qui est particulièrement frappant avec l'IA, c'est qu'elle est en train de nous faire découvrir des nouvelles molécules, des nouveaux matériaux, des nouveaux traitements. Et ça peut changer le monde de façon assez radicale. Donc il y a pas mal d'expériences qui commencent à être faites et des retours assez sympas. Donc on pourrait imaginer que l'IA améliore grandement la capacité des batteries, que l'IA permette de catalyser des processus chimiques un peu particuliers. Notamment, on pourrait imaginer que l'IA nous aide à découvrir un catalyseur qui permette de recapter le carbone de l'atmosphère, sachant qu'aujourd'hui, la captation carbone, c'est ça marche pas en fait, globalement. Mais peut-être que si on découvre des nouveaux matériaux qui sont capables de faire ça, ça peut changer complètement l'avenir de la planète. On est capable de découvrir des nouveaux traitements qui vont nous permettre de guérir les maladies de façon assez efficace. Et en fait, si l'IA commence à faire des ruptures sur ce type de sujet, en fait, on peut imaginer un monde complètement différent du monde dans lequel on est aujourd'hui. On a résolu plusieurs des problèmes de l'humanité. Je fais partie des gens qui ne sont pas technosolutionnistes, contrairement à ce que pourrait faire croire mon métier. Donc, c'est quand même un pari un peu risqué, mais c'est une possibilité. Deuxième vidéo, donc, c'est qu'est-ce qui peut contraindre les limites de l'IA. Donc, what we need from you, if I may say that directly, is we need energy in all forms, renewable, non-renewable, whatever. It needs to be there and it needs to be quickly. People are planning 10 gigawatt data centers. Just to do the translation, an average nuclear power plant in the United States is 1 gigawatt. How many nuclear power plants can we make in 1 year where we're planning this 10 gigawatt data center? Gives you a sense of how big this crisis is. Many people think that the demand of energy part that our industry takes will go from 3% to 99% of total generation. One of the estimates that I think is most likely is that data centers will require an additional 29 gigawatts of power by 2027 and 67 more gigawatts by 2030.
gives you a sense of the scale that we're talking. These things are industrial at a scale I have never seen in my life. Donc du coup, ce gars-là, Eric Schmidt, qui est l'ancien CEO de Google, lors d'une audition devant le Sénat américain, alerte les sénateurs sur le fait qu'il y a un enjeu autour de l'électricité aux États-Unis pour être capable d'accompagner la demande que va générer l'IA. Vous avez tous entendu parler de tous les projets que ont tous les acteurs de la Silicon Valley, enfin tous les GAFAM, pour créer ces nouvelles infrastructures pour alimenter le monstre énergétique que doit devenir l'IA. Donc un des points qui risque de limiter l'IA, ça va être cette demande d'énergie. Alors, ça c'est le truc qui revient assez souvent, et il faut être conscient quand même que les usages autour de l'IA sont importants. Mais on a perdu l'habitude d'avoir la représentation de ce que vaut l'énergie qu'on utilise tous les jours. On dit souvent il ne faut pas utiliser ChatGPT parce que c'est sale, ça consomme beaucoup d'énergie. Oui, c'est vrai. Mais si vous allumez votre chauffage pendant 1 heure dans une pièce, ça vous fait un paquet de requêtes ChatGPT quand même, mine de rien. Donc là, vous voyez la comparaison des différents éléments. Donc si vous faites une requête basique, genre vous posez une question bête et méchante à ChatGPT, c'est 0,3 watts. Ça va, c'est pas foufou. Quand vous commencez à faire comment ça s'appelle ? Deep Research, des requêtes Deep Research, là vous commencez à bien pourrir la consommation énergétique. Quand on regarde ce que ça va faire en consommation énergétique, en fait la consommation globale des data centers va être doublée, quelque chose comme ça, d'ici 2030. C'est à la fois énorme et pas grand-chose, et je sais que je vais choquer certaines personnes là-dessus. J'ai beaucoup essayé de croiser les chiffres et j'arrive à la conclusion que ça fait 2 à 3% de la consommation électrique mondiale. Donc, c'est bien, mais enfin, c'est beaucoup, mais c'est pas. J'ai envie de dire, si on a envie de faire quelque chose, il faut arrêter de se chauffer, il ne faut pas arrêter l'informatique. Bon, d'un point de vue vital, on a peut-être plus besoin de chauffage malgré tout. Mais tout ça pour dire que le sujet, ce n'est pas l'IA en soi. Le sujet, c'est que l'IA va venir en compétition avec une transformation des usages, parce que si on veut pouvoir décarboner l'économie, il faut électrifier toute l'économie. Et donc, on va avoir des frictions, et surtout des frictions locales, sur des arbitrages entre est-ce qu'on va utiliser l'électricité pour les voitures autonomes, enfin les voitures électriques, ou est-ce qu'on va utiliser l'électricité pour l'IA. Normalement, on devrait atteindre un pic de carbone lié à l'IA en 2030 et après, ça devrait baisser. En fait, il y a 2 tendances en compétition sur l'IA, qui est qu'on a fait des progrès considérables sur la frugalité de l'IA, entre guillemets, c'est-à-dire le fait qu'elle consomme moins d'énergie à usage constant. On a fait à peu près un x10 entre les puces, entre les algorithmes, entre les systèmes de routage sur les 3 dernières années. Mais en fait, on s'en sert plus, donc, et on utilise des modèles de plus en plus puissants. Donc en fait, on consomme on consomme le progrès qu'on fait avec les usages que l'on fait. Donc le premier problème, c'est l'électricité. C'est un problème qui va être compliqué, un peu douloureux, mais qui ne va pas faire basculer notre mode de société. Je pense qu'on va faire de l'IA comme si de rien n'était. Je pense que le deuxième sujet qui va plutôt être pénalisant, c'est la disponibilité du cuivre. Ça, c'est un vrai sujet dont on parle assez peu. Et en fait, vous voyez en rouge le supply mondial de cuivre, enfin la fourniture mondiale de cuivre sur la base des prédictions existantes. Et les autres courbes, c'est la consommation du cuivre dont on aura besoin globalement pour gérer l'électrification de la société. Donc les grids, les transports, les batteries, le solaire, parce que chaque fois que vous mettez un panneau solaire, il faut le connecter au réseau, donc ça demande aussi du cuivre. Et donc le gros enjeu, ça va être qu'est-ce qu'on va faire du cuivre, sachant que le rendement des mines est en train de décroître considérablement parce qu'on a exploité les gisements qui étaient les plus efficients, là où il y avait la plus grosse concentration de cuivre. Donc un des facteurs limitants de l'utilisation de l'IA dans le futur, c'est probablement la disponibilité du cuivre dans le monde. Alors, dans un monde comme ça, où en fait il y a des gens qui disent qu'on va mourir demain, d'autres qui disent qu'on va tout résoudre, que peut-être qu'on n'aura pas d'électricité, mais peut-être que si, que peut-être qu'on n'aura pas le cuivre, donc est-ce qu'on aura les data centers ? Comment on fait pour évoluer dans un monde comme ça ?
Il y a 2 stratégies globales qui permettent de le faire ça. C'est déjà apprendre à gérer la complexité. Je ne sais pas si vous êtes familier de ce framework-là. Alors globalement, il y a 4 grands environnements, les simples, les compliqués, les complexes et les chaotiques. On va plutôt se focaliser sur compliqué et complexe parce que c'est là où on évolue dans nos boîtes en général. Je vais vous prendre la métaphore de l'espace, c'est-à-dire si vous rentrez dans une pièce, vous voyez une chambre par exemple, vous voyez l'ensemble de la chambre, c'est un environnement simple. Si vous naviguez dans un château, dans le château de Louis XIV, c'est hyper compliqué parce qu'il y a des pièces partout, mais au bout d'un moment, vous comprendrez parfaitement comment ça marche et ce sera facile de s'y retrouver. Le complexe, c'est vous rentrer dans un espace où il n'y a pas la lumière. Donc, vous n'êtes pas capable de comprendre ce qui se passe. Vous avancez, vous touchez un truc, vous tapez dans un meuble, vous dites « Ah, bon, il y a un meuble là ». Vous avancez, vous retombez sur un mur, vous dites « Ah, il y a une paroi là ». Ça, c'est un environnement complexe. Et si on voulait prendre l'analogie pour un environnement chaotique, c'est les jeux dans les films d'horreur où il y a des murs qui se déplacent, où la porte change d'endroit, où en fait, il n'y a plus rien qui reste à sa place d'un moment à l'autre. Et donc, comment on gère le complexe? Eh bien, en fait, il y a des stratégies pour gérer le complexe, et une des croyances que j'ai, c'est que c'est important que dans les entreprises, on développe les sciences de la complexité, qu'on comprenne comment ça marche, la complexité. Par exemple, j'imagine que dans cette salle, plus de la moitié d'entre vous font de l'agile. L'agile a eu un succès énorme, parce que l'agile est une façon de gérer la complexité. Comment on gère la complexité? On tâtonne. Et l'agile, c'est par essence la méthode qui permet de tester des choses rapidement, de les mettre en prod, de voir si ça marche et de passer à autre chose si ça ne marche pas. Et l'autre outil qui est important, c'est de fonctionner par scénario. Donc, si vous ne savez pas ce qui va se passer demain, en fait, vous imaginez ce qui pourrait se passer de façon très anglais, c'est-à-dire de façon très extrême. Vous définissez des grands scénarios. Alors, sur l'IA, sur l'avenir du monde et l'IA, le rôle que l'IA peut jouer là-dedans, c'est assez facile. Vous demandez à ChatGPT ou à n'importe quel LLM qui sera un sparring partner idéal pour faire ce travail-là, et vous lui demandez quels sont les 3 scénarios un peu tranchés d'évolution du futur que je peux imaginer. Moi, je vous propose cela, donc la Pax Technologica, c'est-à-dire qu'on a l'IA qui devient un bien commun pour le futur positif de l'humanité, la guerre froide 2.0, qui est les blocs s'affrontent et essayent de créer leur IA plus performante l'une que l'autre et se tirent la bourre pour essayer d'atteindre ce suprémacisme de puissance, et le techno-féodalisme, qui est que finalement le pouvoir se déplace des États vers les grosses corporations. Et ce qu'on peut voir, c'est que ces 3 tendances coexistent dans le monde actuel dans lequel on vit. Donc, dans quel sens la pièce va tomber, c'est pas facile de dire. Un exemple que je trouve assez parlant, c'est que quand il y a eu la crise Covid, on a emmené en TGV des patients qui étaient dans des endroits où il y avait une surcharge des hôpitaux vers des endroits où il y avait encore de la disponibilité dans les hôpitaux. Et ça s'est fait très rapidement. Et vous savez pourquoi ça s'est fait très rapidement? C'est parce que ça a relevé d'un exercice qui avait été fait sur le terrorisme. C'est-à-dire que l'État avait travaillé sur la forme de scénario et s'était dit, si jamais on a un autre Bataclan dans une grande ville de France, comment on fait pour gérer tous les blessés qu'on aurait à l'occasion de cet attentat-là? Et donc, ils étaient arrivés à l'utilisation des TGV pour router très rapidement des patients vers d'autres hôpitaux. Et en fait, l'intérêt du travail par scénario, c'est que ce que vous avez prévu ne se produira jamais, mais les capacités d'adaptation que vous avez anticipées en travaillant sur ces scénarios peuvent vous servir quand une situation surviendra. On a entre les mains, nous, informaticiens, la technologie, je pense, la plus puissante qu'on ait inventée dans l'histoire de l'humanité, à savoir l'IA. C'est une responsabilité qui est énorme. Et je suis inquiet tous les jours du manque de conscience que les acteurs qui ont ces éléments, ces technologies-là en main, ont des responsabilités qu'ils ont, en fait. Et donc, du coup, je pense qu'individuellement, on a tous un devoir de savoir comment l'utiliser, quand l'utiliser. Et je pense qu'on devrait presque être tous militants sur la façon dont on doit utiliser l'intelligence artificielle dans le futur.
Il y a plein d'associations qui existent, qui commencent à se pencher là-dessus, et je pense que bien connaître l'IA n'empêche pas d'avoir une démarche éthique autour de l'IA, s'en servir n'empêche pas de militer pour qu'on bride ou maîtrise la façon dont on utilise l'IA, et je pense que c'est un enjeu sociétal assez important, et c'est comme ça qu'on écrira véritablement le futur. Je vous remercie, voilà, et si vous voulez entrer en contact avec moi, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir.